Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau live du samedi après fin d'après-midi. Je me représente Sébastien et m'intéresse à tout ce qui est domotique, électronique et programmation. Et aujourd'hui, je vous propose de vous présenter ce que j'ai réalisé, le gestionnaire de chauffage à fil pilote. Et je me suis permis de rajouter pilotage précis parce que vous allez le voir, contrairement au matériel existant. Celui-là permet de gérer la température d'une pièce au demi-degré près. Tout d'abord, pour rappel, le fil pilote, donc c'est un ensemble composé à la fois d'un radiateur capable de recevoir des ordres et donc chaque ordre est émis soit par l'intermédiaire d'un gestionnaire d'énergie un peu de ce type-là, un gestionnaire mural, ou alors simplement intégré au radiateur. Les gestionnaires permettent de programmer donc sur différents créneaux horaires, le lundi pour chaque jour différent, le week-end on peut faire une programmation différente, donc permet par créneau horaire de définir le radiateur, de définir le mode de fonctionnement du radiateur. Donc s'il est par exemple en mode nuit économique, en mode confort par exemple en fin d'après-midi, et en mode hors gel par exemple entre midi et 16 heures par exemple quand personne n'est à la maison. Et le week-end, une programmation horaire bien différente, c'est-à-dire en mode économique ou confort toute la journée et en mode éco le week-end. Donc mode confort la journée et mode éco la nuit pour le week-end. Donc ces gestionnaires d'énergie fonctionnent très bien. Les radiateurs réagissent très bien à ce type d'ordre. Aujourd'hui, c'est devenu un standard du marché. Ça ne pose aucun problème. L'inconvénient de ce système-là, c'est que on ne parle pas de température. On parle de mode de fonctionnement, mais on ne parle pas de température. Donc comme je l'ai écrit, soit le thermostat d'ambiance affiche une température et dira au radiateur, en fonction de l'horaire, de se mettre en éco, en confort, hors gel, etc. Et le radiateur gérera, lui, la température localement dans son entourage très proche. C'est-à-dire qu'il va mesurer une température, par exemple, la sonde de température peut être sur le côté, par exemple, ici, à l'intérieur du radiateur. Le radiateur chauffe. Vous comprenez bien que le rayonnement du radiateur va perturber la mesure de température et la mesure de température du radiateur ne sera pas celle de la pièce. Donc en termes de confort, on peut avoir un décalage. Et donc si une pièce, par exemple, contient plusieurs radiateurs, il faut faire un réglage précis du thermostat sur chaque radiateur. Donc c'est aussi un bon inconvénient. Ce type d'installation est une installation tout à fait standard au marché et toute une gamme de matériel existe. Ce que je vous propose est légèrement différent, c'est-à-dire que le gestionnaire extérieur au radiateur fera une programmation horaire, pareil, par semaine, par heure, aussi finement que chaque utilisateur peut le souhaiter. Donc, à la différence du mode de fonctionnement précédent, ici, on va donner une consigne de température. Donc tout à l'heure, on dit la consigne était mode économique, mode confort, mode hors gel. Ici, c'est différent. Ici, on voit par exemple sur le graphique que je vous propose, la nuit 17 degrés, la journée quand il n'y a personne dans la pièce 15 degrés, 15 degrés et demi par exemple. Et le week-end, pareil, pour une chambre, inutile de la chauffer en journée, on la chauffe la nuit. Ou en fin d'après-midi, par exemple, j'ai mis 19 degrés pour la fin d'après-midi. Donc ce mode de fonctionnement que je propose est quand même relativement original puisque le radiateur n'a pas besoin d'avoir son propre thermostat intégré. Donc un radiateur entrée de gamme est tout à fait suffisant. Un radiateur sans inertie sera tout aussi efficace qu'un radiateur inertie dans ce cas. Donc il y a plusieurs sources d'économie donc à faire sur le matériel.
et une source aussi de confort, puisque la température obtenue dans la pièce est bien celle qui est choisie. On n'a pas les effets de rayonnement de chaleur autour du radiateur qui viendraient perturber la mesure de température. Et dans ce cas également, quand une pièce, un salon est composé de plusieurs radiateurs, chaque radiateur n'a pas besoin d'être programmé indépendamment les uns des autres pour avoir un système de gestion complètement identique sur les tranches horaires. Donc cette solution, je la trouve performante et je vais vous expliquer pourquoi. Économique parce que je l'ai dit tout à l'heure, inutile d'avoir des radiateurs à inertie, inutile d'avoir des radiateurs avec un thermostat hyper électronique, hyper précis. Un radiateur entrée de gamme fera tout à fait l'affaire. Et en termes de confort, le pilotage centralisé à un seul endroit permet vraiment une flexibilité bien accrue. Ceci étant dit, maintenant vient le moment où je vous présente la méthode de réalisation. Alors en soi, c'est vraiment une méthode vraiment logicielle. Côté matériel que vous voyez à l'écran, le schéma est tout à fait ordinaire. Je vais vous l'expliquer rapidement. Donc ici, j'ai un connecteur qui reçoit donc le 220 du radiateur, le 220 volts. Donc une dérivation sur l'alimentation du radiateur est tout à fait suffisante. Un petit fusible de protection pour le 220 volts. Un module de conversion 220 vers du 5 volts courant continu. Un régulateur de tension en 3 volts 3. Un condensateur. Et une résistance. Une résistance pour provoquer une petite charge sur le radiateur pour éviter une résistance pour forcer une charge sur le régulateur, car à la mise sous tension, il peut y avoir des pics de tension qui peuvent abîmer le composant de gestion Wi-Fi qui est ici. Donc c'est un module Wi-Fi ESP07 très répandu dans ce genre d'utilisation. Donc c'est ce composant-là qui va être programmé. Donc ce composant alimenté en 3 volts 3 et pilotera deux optotriacs qui sont ici avec les signaux FP+ et FP-. Voilà, des signaux qui sortent de ce module Wi-Fi. Et ces optotriacs ont pour simple mission de mettre à disposition les signaux compatibles fil pilote. J'ai fait un schéma sur la diapositive suivante, donc ça sera beaucoup plus clair pour vous. Optionnellement, ce composant peut avoir un capteur de température interne ou un capteur de température branché sur un connecteur extérieur. Ce qui permettra de mettre la sonde de mesure assez loin du radiateur, si c'est souhaité, pour faire une mesure de température qui s'affranchit d'éventuels rayonnements provoqués par le radiateur. Mais c'est tout à fait optionnel, cette partie mesure de température. Donc le schéma est très simple. Alimentation, communication et pilotage des signaux électriques basse tension. Les optotriacs pour gérer la partie haute tension du 220 volts. Donc une partie tension dangereuse, hein, je le rappelle. La réalisation du circuit imprimé est très simple, le routage est très simple. Le circuit, donc 5 cm, un peu plus de 5 cm et 4 cm de hauteur. Donc sur la première face, j'ai positionné le connecteur 220 volts et le troisième pin pour recevoir l'information du fil pilote. Cette zone-là est réservée au module de conversion de tension 220 volts courant alternatif en 5 volts courant continu. Un condensateur de redressement, il va se placer là. La sonde de température optionnelle intégrée au circuit imprimé, je le mets là, avec un dégagement dans le circuit imprimé pour éviter d'avoir la chaleur provoquée par les différents autres composants. Et ici, le connecteur pour une sonde de température extérieure. L'emplacement du fusible ici. Sur l'autre face du circuit imprimé, on retrouve mis en évidence ici donc le module de communication Wi-Fi.
le régulateur de tension, 5 volts en entrée, 3 volts 3 en sortie, nos optotriacs qui vont être soudés ici, les résistances de protection de diodes et les diodes pour filtrer la partie alternative ou la partie alternative positive ou la partie alternative négative du signal 220 volts. Voilà. Donc un circuit imprimé très simple à réaliser, assez petit pour être calé derrière un radiateur. Et en termes de réalisation et en termes de soudage à la main, c'est très facile. Je vous ai mis ici la nomenclature des principaux composants utilisés. Donc le transformateur de tension. Voilà, c'est un petit module moulé, complètement étanche. Bien, voilà, assez petit. Il fait quand même presque 2 cm, un peu plus de 2 cm de haut. Donc pour loger cette réalisation entre le radiateur et le mur, voilà, prenez au moins la précaution de vérifier que vous avez 3 cm d'espace entre le radiateur et le mur, sinon ça peut coincer pour le mettre entre les deux. Le composant Wi-Fi qui est presque à l'échelle hein, sur l'écran. Voilà, il fait quelques centimètres, il fait peut-être 1 cm et 1 cm et demi de largeur et presque 2 en longueur. Donc voilà, module Wi-Fi qu'on peut facilement trouver. Moi j'ai mis un lien vers Amazon. Vous regardez des liens sur Internet, c'est vraiment très facile à se procurer. Le module de régulation de tension, très ordinaire aussi. J'ai pris un modèle à faible chute de tension. Donc il y a très très peu d'énergie qui s'échappe quand on passe du 5 volts au 3 volts 3. Donc ce composant-là a l'avantage, grâce à cette technique de faible chute de tension, de ne pas chauffer plus que nécessaire. Et enfin, j'ai mis la référence de l'optotriac que j'ai sélectionné. J'en ai pris un avec la détection du zéro. Ça facilite aussi le fonctionnement pour relâcher. Je préfère largement travailler avec la partie optotriac parce que le côté basse tension est complètement isolé de la partie tension de puissance. Donc en termes de sécurité, c'est beaucoup plus sûr. Voilà, on travaille un peu plus sereinement avec ce genre de composants. Donc la nomenclature des composants, très facile à se trouver. Je crois que oui, voilà, j'ai mis des références chez Farnell. Le plus coûteux doit être le transformateur qui est à 3 euros ou 8 euros, ça dépend des sites. Voilà. Des versions sur AliExpress sont accessibles. Je ne les ai pas testées, mais j'imagine qu'il n'y a aucun souci. Donc maintenant que j'ai parlé un peu du concept et du matériel, je vous présente maintenant l'intégration. Donc, ce projet-là est concrétisé. Hein, ce n'est pas une maquette ou un projet, c'est vraiment opérationnel aujourd'hui. Donc, moi, mon système de domotique, je le fais avec Domotix, alors, je ne connais pas les autres. En tout cas, celui-là, c'est le premier que j'ai testé. Il me convient pour mon besoin, donc je ne me suis pas embarrassé à découvrir d'autres environnements. Pour faire simple, sans rentrer dans les programmations domotique, ce que j'ai indiqué sur cette partie-là, donc c'est l'interface web de l'environnement domotique. Donc j'ai en particulier ici le fil pilote qui est en automatique, mais je peux le mettre en manuel, en arrêt, en hors-gel, etc. J'ai ici la température dans mon salon, donc 18 degrés et demi, 7 à l'heure de la capture d'écran. J'ai ici le thermostat, donc ma consigne de température. Donc elle est rouge parce que dans domotique, quand les valeurs ne changent pas dans un intervalle assez court, la représentation passe avec un petit liseré rouge, ce qui peut être un signe de défaut en cas de mesure de température régulière, mais ce qui est tout à fait normal pour mon thermostat, puisque le changement de consigne était à 8 heures le matin. Et ici, je vous expliquerai un petit peu plus tard, c'est le retour de puissance de mon gestionnaire de fil pilote. Mais je vous l'expliquerai plus tard. Ce qui est important de retenir, c'est que le système fonctionne avec une consigne et une mesure. Et on retourne une puissance de sortie.
Et donc ces trois éléments-là rentrent dans ma régulation PID. Alors derrière la partie graphique se cache la partie paramétrage. J'explique pour ceux qui ne connaissent pas bien l'environnement domotique. Chaque capteur dessiné dans l'interface graphique est paramétré avec un identifiant unique. Donc on voit ici mon capteur de salon, c'est l'identifiant 21. Le thermostat, c'est l'identifiant 22. Le retour de puissance de chauffage, c'est l'identifiant 23. Et ici, le fil pilote 33, c'est est-ce que je suis en mode automatique, en mode confort, en mode confort -1, confort -2, etc. jusqu'à hors gel. D'accord? Donc, ce qui est important, voilà, je retrouve ici mes trois variables pour ma régulation de type PID, proportionnel intégral dérivé. Ce que j'ai mis dans la partie en bas à gauche, dans la partie rose, c'est l'interface web de mon composant Wi-Fi embarqué donc sur ce module de gestion par fil pilote. Ce composant-là, donc forcément en Wi-Fi, a une adresse IP. Celle qui est indiquée ici, c'est l'adresse IP de mon serveur domotique. Donc ce module Wi-Fi viendra communiquer avec le domotique avec cette adresse IP et le port 8080 qui est le port par défaut de l'application domotique. Est également paramétré dans ce composant Wi-Fi les mêmes identifiants qui sont dans domotique. L'index, l'identifiant pour la température, c'est le 21. On est bien sur la température du salon. Le 23, la puissance, le retour de puissance, c'est bien celui-là. Le mode de fonctionnement du fil pilote 33, il est ici. La consigne de température, elle est ici, c'est mon thermostat. J'ai dit tout à l'heure, ce composant Wi-Fi peut être connecté en option avec un capteur de température. Si jamais je voulais utiliser mon capteur de température, j'aurais mis dans les paramétrages de mon module Wi-Fi l'identifiant qui correspondrait à une sonde de température dans mon environnement domotique. Aujourd'hui, je n'ai pas fait le choix d'activer cette fonctionnalité, donc j'ai mis la sonde de température. Pour la sonde de température embarquée, j'ai mis un index d'identification à 0. Donc le composant ne cherchera pas à envoyer la mesure de température au gestionnaire de domotique. Ces informations-là, voilà, on voit l'acquisition de la consigne, l'acquisition de la température et l'acquisition du mode fonctionnement du fil pilote automatique, confort, -1, -2, etc. En termes de programmation maintenant du module Wi-Fi. Alors, j'ai pas prévu de faire un tuto sur l'environnement de développement Arduino. Il y en a des très bien faits déjà existants. Ce que je vais faire, c'est je vais vous donner juste je vais faire un focus sur la partie vraiment communication. Donc pour rappel domotique, chaque variable peut être interrogée par une adresse HTML. Donc ici, j'interroge serveur domotique, port 8080, c'est mon serveur de domotics. Et la syntaxe suivante indique que j'interroge le capteur qui a l'identifiant numéro 22. Je reviens sur ma diapo précédente. La 22, c'est le thermostat du salon. Donc j'interroge le capteur numéro 22. Domotics me renvoie toute une chaîne de texte au format JSON. Donc qui est un format que les développeurs web connaissent parfaitement. Et donc il y a toute une série d'informations, dont une, j'ai fait un petit zoom là, dont une qui s'appelle SailPoint 17 degrés. Donc au moment de ma capture d'écran, on voit très bien que mon thermostat demande d'avoir une température de la pièce à 17 degrés. Dans le module de Wi-Fi, j'ai un petit bout de code qui s'exécute toutes les minutes. Une fonction que j'ai appelée getFromDomotics chauffage. Donc dans ma logique à moi, c'est interroger donc depuis domotique tout ce qui concerne le chauffage. Sans rentrer dans les détails, mais j'ai en paramètre un nombre de zones. Aujourd'hui, ce module
de gestionnaire de fil pilote ne gère qu'une zone, donc ma variable vaut 1, mais je prévois de réaliser un gestionnaire d'énergie un peu plus complet et conséquent, donc qui va gérer plusieurs zones, 2 voire 3. Donc le même bout de programme me servira dans un autre projet. Ici, on peut voir la même construction que la requête web qui est dans le navigateur ici. Une petite syntaxe dont vous aurez les explications dans les différents forums et en interrogeant Google, vous aurez la signification de toutes ces syntaxes. Et ce qu'il faut retenir, donc si la communication se passe bien, pour résumer, si Domotix me renvoie ces informations-là, je cherche dans tout ce résultat ma variable setPoint. Voilà. Voilà. J'avais une variable erreur à disposition, je l'utilise. Et ici, ce qui est dit bien, c'est que si j'ai erreur qui est initialisée par cette chaîne de texte, je mets dans une zone, donc pareil, hein, je vous rappelle que le i est une variable qui peut aller de 0 jusqu'à une valeur qui représente le nombre de zones à se gérer. Et ici, je mémorise la consigne de température. Donc, une petite syntaxe tout à fait ordinaire pour convertir une chaîne de texte en nombre réel. Voilà. Donc, en exécutant ce bout de code-là, j'obtiens dans mon module de communication Wi-Fi la consigne de température qui est de 17 degrés. Pour information, si jamais la lecture de cette chaîne de texte-là ne fonctionne pas, mon erreur et ma variable erreur n'est pas initialisée, et donc je vais dans cette condition, et je dis que ma consigne c'est 1 divisé par 0. Donc pour les mathématiciens, ils comprendront largement que divisé par 0, ce n'est pas possible, donc ma variable consigne contiendra une valeur non définie. Ça évitera au régulateur qui est plus loin de travailler pour rien. Donc pour résumer, j'obtiens très facilement, grâce à domotique et la mise à disposition de variables, la consigne. J'interroge sous cette syntaxe-là, embarquée dans mon composant Wi-Fi, j'interroge très facilement la variable que je souhaite. Et ici, setPoint qui est la consigne de température. Je l'ai dit tout à l'heure, pour faire une régulation, il faut une température, une consigne de température et une température mesurée. C'est le cas donc dans cette deuxième partie. C'est quasiment la même chose. Ici, j'interroge la variable 21. Pour ceux qui ont le plus de mémoire, se souviendront que c'est ma mesure de température. Au moment de la capture d'écran, cette température vaut 20 degrés. Donc je le rappelle, en tapant cette URL dans le navigateur web, j'interroge mon serveur domotique pour le capteur numéro 21 et j'ai tout un retour d'informations, dont la température actuelle. Le code qui est ici est quasiment le même que le code précédent pour obtenir la consigne. Donc, pour chaque zone configurée dans mon environnement, je construis ma chaîne de caractères qui représente mon lien URL. Quelques lignes pour déclencher la requête vers mon serveur Domotix. Le retour. Donc le retour, j'interroge non pas la chaîne de texte setPoint comme tout à l'heure, mais j'interroge la chaîne de texte temp, l'information qui est ici. Si le retour ne pose pas de problème, ne cause pas d'erreur, ma zone, la température que je mets dans ma zone, je fais une conversion entre chaîne de texte et nombre. La même syntaxe que tout à l'heure. Si jamais cette chaîne de texte-là n'existe pas dans le retour que me ferait mon serveur domotique, je mettrai une valeur non définie dans ma mesure de température. Donc ma zone contient maintenant une consigne et une température. Reste la partie régulation. Donc avant de rentrer dans la programmation de la régulation, je rappelle pour quelques-uns la notion de régulation PID. Alors j'ai fait très simple dans ces schémas qui ne sont pas tout à fait justes, les experts le verront, le voient déjà.
mais en tout cas, c'est suffisamment simple pour être clair à expliquer. Ce qui est intéressant, donc la courbe en rouge, c'est marqué dessus, c'est la consigne. Donc on peut imaginer que c'est notre consigne de température qui peut être à 17 degrés. La mesure, c'est la mesure dans notre pièce. Donc il peut être en dessus ou en dessous de 17 degrés. Par exemple 15, voilà, je ne sais pas. Ici, on peut partir de mesure, donc c'est 0, mais imaginez que ça soit 0, 20 degrés. Donc la consigne est une constante. La température, elle évolue et l'erreur diminue. Voilà. Donc l'erreur, c'est bien la différence entre la consigne et la mesure. La commande maintenant. La commande, c'est l'information qui va sortir du régulateur. C'est-à-dire, ici on le voit, pour une consigne assez haute et une mesure de température très basse, l'erreur elle est à son maximum. Le régulateur il se met à 100% de chauffe. Je dis chauffe parce que j'en parle de radiateur, mais si on est dans un frigo, on veut moins 15 dans le congélateur et il fait moins 5 degrés à l'intérieur, le compresseur, voilà, on va chercher à faire du froid à tout prix. Mais aujourd'hui, on fait l'exercice, fil pilote, donc on cherche à faire du chaud à tout prix. Et au fur et à mesure, donc la température monte, l'erreur entre la consigne et la mesure, elle descend. Et donc au fur et à mesure du temps, la commande, le besoin de puissance va diminuer. Donc c'est ce fonctionnement-là, on va dire tout en douceur, si je puis m'exprimer ainsi, qui est très intéressant. C'est très intéressant et ça différencie le fonctionnement des radiateurs d'aujourd'hui, c'est-à-dire que quel que soit leur mode de fonctionnement en fil pilote ou alors en thermostat local intégré au radiateur, le radiateur chauffe et s'éteint, mais chauffe à fond et s'éteint dès qu'il a atteint la consigne de température. Les radiateurs les plus évolués chauffent, s'éteignent, mais avec chauffe et s'éteignent avec des relais statiques. Donc on les entend pas s'enclencher ni se relâcher, mais on les entend par contre claquer au sens le matériel se dilate et on entend plutôt des craquements. Donc aujourd'hui, moi c'est une régulation plutôt de type PID, donc en douceur et adaptée à l'erreur, donc entre l'écart entre la consigne et la mesure qui m'intéresse. Donc vient s'ajouter effectivement ce schéma-là est très simple, très sommaire. La programmation est un petit peu différente de cette simplicité parce qu'il y a une notion d'anticipation, il y a une notion d'inertie et une notion de changement de consigne. Donc il faut que le radiateur réagisse assez vite, mais en douceur. Donc il y a tout un équilibre de fonctionnement. En tout cas, je voulais vous présenter le principe de la régulation PID. Je rappelle P pour proportionnel, I pour intégral et D pour dérivé. C'est ici le schéma le plus simple que j'ai trouvé et pour donner des explications. Maintenant, on va mettre la régulation PID de côté et je vais vous parler du fonctionnement des fils pilotes et de la régulation telle que je l'ai programmée dans mon gestionnaire de fils pilotes. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, quand la consigne et la mesure de température sont très éloignées, l'erreur est très grande et donc le régulateur demande le maximum de puissance. Donc dans ce cas-là, le radiateur chauffe et donc on est en mode confort et en mode confort on ne voit pas il n'y a pas de pilotage des demi-alternances, il n'y a pas de pilotage du fil pilote. Donc ici j'ai représenté le mode de fonctionnement du radiateur, donc il chauffe en permanence jusqu'à avoir la consigne jusqu'à atteindre jusqu'à ce que la température atteigne la consigne. Donc ce mode de fonctionnement-là n'est pas différent des radiateurs actuels. C'est pas dans cette phase-là que l'innovation se fait. Parce que là, on est en mode saturation, donc on a besoin de 100% de puissance. L'innovation, elle se passe dans les étapes suivantes, c'est-à-dire quand la température a atteint la consigne. Donc, et je rappelle, la température, elle n'est pas donnée par le radiateur, elle est donnée par la prise de température de la pièce, qui est envoyée à domotique et que domotique renvoie
au gestionnaire de fil pilote. Donc quand la température est atteinte, il n'y a pas besoin de maintenir une puissance de chauffe élevée, sinon on va dépasser cette température. Donc le régulateur de température va commencer à ralentir. Donc je reviens vite fait sur ce graphique-là. Donc là, on va commencer donc, à avoir une température proche de la consigne, et donc l'erreur qui diminue, et donc la puissance nécessaire pour compenser cette erreur est moindre. Voilà. Donc c'est pour ça, là j'ai pris un exemple donc, que le régulateur ne demande plus que 80% de puissance. Et donc là, je vais vous expliquer donc, toute l'innovation programmée dans ce module. Donc pour 80% de puissance, je suis parti du principe de cycle de 30 secondes. C'est-à-dire qu'en 30 secondes, je pilote à la fois 80% d'énergie et donc 20% de temps de repos. Voilà, donc mon régulateur me demande 80% de temps de chauffe. Donc sur 30 secondes, je prends 80%, soit 24 secondes, et pendant 24 secondes, je vais me mettre en mode confort. C'est-à-dire FP+ et FP- ne sont pas activés. Donc je n'envoie aucun signal sur mon fil pilote. Je suis bien en mode confort. 20% du temps restant, donc 20% de 30 secondes, 6 secondes. Donc pendant 6 secondes, j'active mon alternance positive et je désactive mon alternance négative. Donc je suis bien en mode arrêt. Alternance positive, je coupe l'alternance négative, alternance positive. Voilà. Donc c'est un cycle de 30 secondes pendant lesquelles 24 secondes le radiateur va chauffer. Voilà, représenté dans cette partie-là. Et quelques secondes où le radiateur ne va pas chauffer. Il va chauffer, pas chauffer. Et ce mode de fonctionnement permet au radiateur d'économiser la résistance électrique à l'intérieur. Et évite aussi tout phénomène de dilatation brutale. C'est-à-dire, comme la diapo précédente, le radiateur chauffait à 100%, donc il était bien chaud. Les gestionnaires actuels de fil pilote auraient coupé la chauffe, donc il se serait refroidi et serait craqué, serait fait des craquements de dilatation ou de contraction. Dans ce cas-là, dans le cas que je propose, le radiateur effectivement chauffe que 80% du temps. Il se refroidit certes, mais il se refroidit tellement lentement que la dilatation ne se fait pas entendre. Et ce temps de fonctionnement plus ou moins long en cas de régulation fait qu'il n'est plus nécessaire d'investir dans des radiateurs à forte inertie, des radiateurs coûteux ou encombrants, et parce que ici la résistance reste chaude, plus ou moins chaude, et l'inertie se maintient d'elle-même. Ce phénomène-là de marche-arrêt n'est pas du tout perturbant non plus pour le radiateur, puisque je ne coupe pas du tout la puissance du radiateur, je coupe simplement l'ordre de marche ou l'ordre d'arrêt. C'est le gestionnaire du radiateur qui gère la partie puissance électrique au niveau des résistances. Donc ça n'apporte aucun risque de dégradation au niveau du radiateur. Les radiateurs qui ont un afficheur LCD pour afficher température et d'autres informations, l'afficheur LCD n'est pas coupé. Je ne coupe pas l'alimentation, je coupe juste l'ordre de marche. Et je le rallume effectivement 24 secondes. Donc là, cette diapo, c'est un cas de fonctionnement où le radiateur a besoin de fonctionner 80% du temps. Maintenant, imaginons que la température continue de monter et se rapproche très fortement de la consigne, voire la température est égale à la consigne. Donc le régulateur maintient un ordre de marche, mais un besoin de puissance que j'ai dessiné dans cette diapositive à 30% de besoin. Donc là, alors oui, je viens de me rendre compte que là, j'ai fait une coquille. Donc c'est bien 30% qu'il faut comprendre. 30% de 30 secondes, c'est 9 secondes. Donc l'ordre de confort sera exécuté pendant 9 secondes. Donc pendant 9 secondes, les fils pilotes ne laissent passer aucune alternance. Donc pas de signal, je suis bien en mode confort. Le radiateur chauffe.
et le mode arrêt. Voilà, j'ai fait un mauvais copier-coller de la diapo précédente, vous voyez. En mode arrêt, je suis bien à 70% de fonctionnement en mode arrêt sur 30 secondes, donc pendant 21 secondes. Ma diode FP+ allumée, ma diode FP- éteinte. Donc pendant 21 secondes, je laisse passer mon alternance positive, je suis bien en mode arrêt. Donc vous voyez très bien que là le radiateur chauffe beaucoup moins longtemps et à un temps de repos, et rechauffe et un temps de repos. Donc si vous voyez bien l'histoire de l'inertie, là je chauffe pleine puissance, ma température de pièce commence à se réchauffer, je ralentis ma puissance de chauffe, donc mon radiateur se refroidit très lentement, jusqu'à, par exemple, si 30% de puissance de chauffe sont nécessaires, ça continue de ralentir. Et là, on voit bien que le confort est présent, puisqu'on est proche de la consigne. Si jamais on ouvre une fenêtre et que la température de la pièce tombe, la puissance de chauffe va augmenter et donc on sera plutôt sur 10, 11, 12, 13 secondes de chauffe en mode confort et le temps de repos, lui, va diminuer. Donc vous voyez bien, c'est un fonctionnement très souple, sans aucune transition brusque entre un temps de marche et un temps d'arrêt long. C'est ce qu'il faut absolument éviter pour éviter tout phénomène de craquement. Et dans les radiateurs bas de gamme sans fonte ou pierre à l'intérieur qui maintiennent l'inertie, donc dans ces radiateurs-là, premier prix, le fait que la résistance chauffante soit maintenue plus ou moins chaude et donc apportera le même résultat qu'un radiateur à inertie qui marcherait, qui s'éteindrait toutes les 5 minutes par exemple. Point de vue consommation électrique, ça sera équivalent. Mais à l'achat, ça sera beaucoup moins coûteux d'avoir un radiateur premier prix. Donc voilà le concept de fonctionnement de ce module de gestion de fil pilote. Donc il prend les consignes de chauffe depuis Domotix, il prend la mesure de température de la pièce depuis Domotix et il en calcule un besoin de puissance. Donc comme la partie domotique est centrale, si la pièce est constituée de plusieurs radiateurs, chaque module fait la même opération et donc chaque module pilotera son radiateur indépendamment, mais le confort dans la pièce sera atteint. Voilà, alors en termes de présentation, c'est tout ce que j'avais à vous présenter. Maintenant, en termes de programmation, donc, je partage mon écran que vous devrez voir maintenant. Donc ici, je suis dans mon environnement de développement Arduino. Donc sans m'attarder plus que ça sur cet environnement-là, je vais vous montrer quand même ce qui est important. Donc ici, ma partie setup, configuration, je déclare d'abord des entrées, plutôt des sorties, des pattes de sortie de mon composant. Donc pour piloter ma diode de bon fonctionnement. Out 1 et Out 2 seront le pilotage de mes diodes qui laisseront passer l'alternance positive ou négative, enfin une combinaison de tout ça. L'initialisation continue avec la connexion au réseau Wi-Fi de la maison et c'est à peu près tout ce qui est intéressant sur cette page-là. Dans la partie zone, voilà, je vous ai parlé tout à l'heure d'une boucle en fonction du nombre de zones. Je vous ai dit que ce bout de programme-là, je voulais le réutiliser dans des projets futurs de gestionnaire d'énergie qui géreraient plusieurs zones. Mais aujourd'hui, dans ce composant-là, je ne gère qu'une zone, donc ma variable vaut 1. Ce qui est important aussi, c'est la rétention du paramétrage. Donc j'utilise l'EPROM intégré au composant pour cette partie-là. Pour stocker les paramètres Wi-Fi. Pour stocker un host, pour stocker l'adresse IP d'un serveur pour la mise à jour du firmware automatique à distance.
Donc après la partie domotique, c'est ce paragraphe-là. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure sur la capture d'écran, la chaîne de caractères qui contiendra l'adresse IP du serveur domotique. Des index de commandes, j'en ai pas parlé aujourd'hui, ça me servira pour mon projet futur pour piloter des sorties tout ou rien. Donc pour allumer et éteindre des lumières par exemple, pour allumer le chauffe-eau en heure creuse, pour piloter par exemple un contacteur et faire du délestage. Voilà, j'ai anticipé quelques nouveaux besoins. Index de compteur et index de température, capteur de température. Donc index compteur, pareil, c'est pour un autre projet de téléinfo. Index capteur de température, ça par contre, c'est le numéro d'index pour le capteur de température qui serait intégré à la carte électronique. Donc ce que moi j'ai configuré à 0 aujourd'hui parce que je n'ai pas de capteur de température embarqué sur ma plaque. Et enfin, les paramètres très importants pour notre exercice. Donc, jusqu'à 3 zones, voilà, j'ai dimensionné mon EPROM pour stocker 3 zones de gestion de fil pilote. Pour notre projet, j'utiliserai que la première zone pour stocker SP setPoint en anglais. Donc, pour enregistrer l'identifiant de mon capteur ma consigne de température. Et ici, pour stocker mon identifiant de mesure de température. PV pour process value. Donc, et ça se répète pour une deuxième zone éventuelle et une troisième zone éventuelle. Enfin, donc le module pouvant accueillir un capteur de température, j'ai prévu ici de stocker une variable qui contiendrait un coefficient, enfin pas un coefficient, pardon, une valeur d'offset pour une mesure de température. Voilà. Par exemple, si mon composant embarqué mesure 22 degrés, alors que dans ma pièce, mon thermostat d'ambiance mesure 21, eh bien, je mettrai une valeur de -1. Comme ça, les deux capteurs, mes deux sources d'information me donneront la même valeur. Voilà. Donc ça, c'est la composition donc, de mon EPROM, c'est ce que je stocke dans mon composant. Après, cette partie configuration, c'est ma page internet. Le composant se configure avec une page internet. Donc, par exemple, je vais l'ouvrir. Comme ça, on ne va pas parler dans le vague. On va le voir tout de suite. Donc, c'est Domo FP1. Voilà. Donc, actuellement, je suis donc sur la page Wi-Fi de mon module embarqué, enfin de mon module de fil pilote. Donc, en nombre de secondes, voilà, prochaine évolution, c'est convertir le nombre de secondes en jours de bon fonctionnement. Le réseau Wi-Fi utilisé, la qualité du signal, l'adresse IP de mon module actuel avec son adresse MAC. Donc, adresse MAC très utile pour retrouver son composant quand il y en a plusieurs dans la maison. Et donc, on voit bien que là, en ce moment, dans ma pièce, température 19 degrés pour une consigne à 18, mon régulateur est éteint. Mon régulateur ne demande pas de chauffe. Donc, mon calculateur de puissance, il est bien en mode automatique et il demande au radiateur de se mettre en mode arrêt. Voilà, tout simplement. Maintenant, les paramètres. Donc, une page web paramètres. Donc les paramètres Wi-Fi sont ici, drone et la clé de mon réseau Wi-Fi. Le host, donc ici, c'est l'adresse d'un serveur web qui héberge les firmware, donc qui permettent de mettre mon composant à jour à distance sans rien démonter. Donc en cochant la case ici, puis en faisant enregistrer, mon composant va télécharger le dernier firmware, se mettre à jour et redémarrer avec la nouvelle version. Donc cette mise à jour du firmware, on va dire à la demande, c'est très pratique. Et donc je remercie ceux qui ont développé dans Arduino toutes ces possibilités-là. Les paramètres domotiques, donc les mêmes paramètres j'ai dit tout à l'heure par rapport à l'EPROM.
l'adresse IP du serveur, les identifiants de capteurs ou de mesures ou de consignes qui sont dans Domotix. Et ici, l'offset de température. Donc, effectivement, quand on enregistre, le composant reçoit des chaînes de texte. C'est pour ça que là, il y a tout un ensemble d'instructions pour convertir le texte en nombre, soit nombre entier, soit nombre à virgule flottante. Voilà. Et enfin, la boucle de fonctionnement. La boucle de fonctionnement, donc, qui a quatre... donc, les composants, enfin, ce composant-là, Wi-Fi, ne met pas forcément de timer à disposition pour cadencer les instructions. Donc une astuce consiste à sauvegarder, de vérifier le nombre de millisecondes exécutés depuis la dernière boucle. Et si cet intervalle est plus grand que ce qui est configuré, on exécute les instructions. Par exemple, moi je sais que j'ai configuré 4 intervalles, 100 millisecondes, 1 seconde, 10 secondes et 60 secondes, donc 1 minute. J'ai configuré ces 4 intervalles. Dans le premier intervalle de 100 millisecondes, je n'ai besoin de rien faire. Dans l'intervalle de la seconde, je fais clignoter ma lumière. Vous voyez, low et height, c'est pour faire changer d'état ma petite diode de bon fonctionnement. Je fais une mesure de température avec le composant qui est embarqué. Donc je lis la voie analogique, je fais un filtre passe-bas sur cette mesure, c'est-à-dire que je prends 0,1, donc 10% de ma valeur lue, et je l'ajoute à 90% de mes valeurs précédentes. Donc si jamais ma valeur analogique change brutalement d'un coup, parce qu'on a approché un rayon de soleil, enfin quelque chose de chaud ou de froid est passé à proximité du capteur au moment de la mesure, au lieu d'avoir une variation brutale de la température, cette variation sera tout à fait amortie par les mesures précédentes et suivantes. Voilà. En termes de gestion de température, donc toutes les secondes prendre une mesure de température, on peut se permettre d'avoir un filtre passe-bas avec ces coefficients-là. Toutes les secondes, je fais une gestion de mes fils pilotes, c'est-à-dire qu'en fonction de l'ordre marche, arrêt, confort, je mets à jour le pilotage de mes diodes. On pourra aller voir plus tard. Et ce qui est intéressant, par contre, donc là, pardon, je reviens ici, ça c'est toutes les secondes. Toutes les 10 secondes, je n'exécute aucune instruction. Je n'ai pas besoin dans mon cas. Et toutes les minutes, j'exécute cette instruction, c'est-à-dire j'envoie à domotique la puissance, par exemple, de mon régulateur, mon besoin de puissance. J'envoie aussi éventuellement ma mesure de température si jamais j'ai un composant, une sonde de température soudée ou branchée sur mon connecteur. Et aussi toutes les minutes, donc j'interroge domotique sur les paramètres appliqués. Donc j'interroge la consigne, j'interroge la mesure de température toutes les 10 secondes. Ces instructions-là, c'est celles que j'ai présentées tout à l'heure dans mes captures d'écran. Et toutes les 10 secondes, donc vu que j'ai fait ma mise à jour de consignes et de température, je vais exécuter un calcul pour déterminer la puissance de chauffage nécessaire. Donc cette partie-là, je vais vous la détailler le plus clairement possible. Donc c'est un PID. Donc PID, primitive intégrale dérivée. Donc j'ai fait ça sous forme de classe. Alors je reviens ici. Donc on appelle la fonction PID task. Je vais directement aller à la fonction dès que je la retrouve. Pardon, voilà, elle est là. Donc toutes les minutes, je mets dans mon régulateur SP, donc setPoint, ma zone. Voilà, la consigne de ma zone 0. Là, je mets dans mon régulateur PV, donc process value, donc valeur de process ou autrement dit mesure actuelle. Je mets ce que domotique m'a renvoyé comme étant la température actuelle. Et j'exécute la procédure compute. Compute qui est là, qui est d'abord l'erreur. Je l'ai montré tout à l'heure sur la diapositive. La mesure de l'erreur, c'est la mesure entre la consigne SP et la valeur de process. Donc vous voyez, conformément à tout à l'heure, je fais bien mon calcul d'erreur. Pour une régulation PID, il est aussi
pour faire la partie intégrale, c'est qu'il faut sommer les erreurs, c'est-à-dire, par exemple, le premier coup, donc on va prendre un exemple, on veut 20 degrés et il fait 15 degrés. D'accord? Donc l'écart entre les deux, c'est 5. Donc la première fois, je veux dire que j'ai une erreur qui est égale à 5. Voilà. J'ai des coefficients qui vont s'appliquer. Par exemple, le régulateur, il peut dire, bon, ben, je chauffe à 5%. Une minute plus tard, la situation, par exemple, n'a pas changé. Je veux toujours 20 degrés, il fait 15, j'ai encore 5 degrés d'écart. Mais là, ma somme d'erreurs, elle vaudra maintenant 5 plus 5, elle vaudra 10. Donc là, mon régulateur de puissance de chauffe, il va passer à 10%, etc., etc. Donc je vais arriver à une puissance de chauffe assez élevée, peut-être 80%. La température va commencer à changer, à monter. Donc mon erreur va diminuer, mais ma somme d'erreurs va quand même s'incrémenter. Donc mon régulateur va toujours un petit peu s'incrémenter, mais ça va augmenter, mais plus doucement. Et donc c'est cette partie intégrale qui gère l'inertie du système en fait. C'est très intéressant pour ne pas chauffer plus que nécessaire. Voilà, si on veut 20 degrés et que par exemple il fait 18 degrés et que la minute d'après il fait 19, il est inutile d'augmenter la puissance de chauffe puisqu'on peut imaginer que la minute d'après il fasse 20 degrés. Si on prend 1 degré en une minute, on peut imaginer que sans rien faire, on va continuer à prendre 2 degrés. Donc cette partie intégrale, elle est là pour ça, pour augmenter au fur et à mesure, lentement mais sûrement, la puissance de chauffe. Et pareil, si on veut refroidir, si on est un peu plus chaud que la consigne, on va descendre de 80 degrés, de 80% de puissance de chauffe à 70, à 50, etc. On va descendre jusqu'à trouver un point d'équilibre. Donc ici, MV pour le régulateur PID, c'est la sortie. C'est-à-dire, ça sera la valeur qui déterminera si on a besoin pendant 30 secondes de chauffer longtemps ou moins longtemps. Par exemple, je l'ai dit tout à l'heure, si MV vaut 80%, on chauffera, j'ai plus la valeur en tête, je recherche, j'y suis quasiment. Voilà, vous voyez, si ma valeur MV vaut 80%, voilà, je chaufferai 24 secondes. Donc c'est cette valeur MV qui va influer sur le fonctionnement donc, du radiateur. Donc ma valeur MV, c'est celle qui va influer sur le temps en mode confort et le reste du temps en mode arrêt. Donc on voit ici, alors vous voyez, je vais essayer d'être clair. L'erreur entre la consigne et la température, on la multiplie par un premier coefficient. Donc par exemple, j'ai dit, si on veut, donc le coefficient proportionnel, donc si on veut 20 degrés et qu'on est à 15 degrés et que mon coefficient est de 0,5, je fais 5 fois 0,5 et ça va me faire 2%. 2% et demi, pardon. Si je m'arrêtais là, mon régulateur, tant que mes températures n'évoluent pas, mon régulateur n'évoluerait pas. Donc c'est pour ça, on rajoute aussi ce paramètre-là, donc la partie intégrale. Donc c'est la somme des erreurs. Donc je l'ai dit tout à l'heure, à chaque fois que le régulateur calcule son erreur, il enregistre aussi l'erreur actuelle par rapport à la somme des erreurs précédentes, multipliée par un coefficient. Donc ces deux informations-là, donc le coefficient proportionnel et le coefficient intégral, qui font que la régulation PI, on n'a pas encore parlé du coefficient D, donc là c'est une régulation PI, fait que le radiateur chauffera de plus ou moins fort, sans effet de dilatation, enfin en tout cas sans que la dilatation se fasse entendre. C'est ces deux coefficients qui font que le régulateur va bouger lentement la puissance de chauffe du radiateur. Et donc il y a un coefficient D dérivé qui se calcule simplement aussi, c'est l'erreur actuelle moins l'erreur précédente. Pour du chauffage, c'est presque négligeable comme action. C'est-à-dire, ça peut être intéressant de l'utiliser tout de même pour le changement de consigne. Par exemple, on est en régime établi, on veut 20 degrés dans une pièce, on est à 20 degrés en mesure de température, donc là, le régulateur, il arrête d'évoluer, il se maintient à la puissance actuelle. Et si d'un coup on passe à une consigne de 15 degrés parce que
parce que c'est l'heure d'aller se coucher ou parce que on va dehors et il n'y a plus personne dans la maison, donc inutile de faire chauffer pendant 2 heures ou 3 heures pour rien. Donc à chaque changement de consigne, là on imagine bien que l'erreur de température par rapport à la consigne va changer. Donc si on était à 20 degrés et qu'on passe à 15 degrés en consigne, la température de la pièce qui était à 20 degrés, ou 19, quelque chose, la consigne passera à 15, on va avoir une erreur de 19 moins 15, ou 15 moins 19, une erreur de moins 4 dans ce cas-là. Donc on voit bien que le changement de consigne peut provoquer une erreur brutale. Et donc ce coefficient de dérivée permet de réagir à ce changement brutal de consigne. Et après, donc, dans mon régulateur, je mémorise l'erreur actuelle, je la mémorise comme étant l'erreur précédente. Ici, j'ai consolidé un petit peu mon régulateur, je l'ai un petit peu fiabilisé en gérant une consigne qui peut être calculée étant supérieure à 100%. Donc je l'ai dit tout à l'heure, on a un radiateur de 500 watts dans un château. Le régulateur va faire tout ce qu'il peut, il va dire il faut chauffer à 100%, mais ça ne suffit pas. Donc là, je fais une petite gestion quand je suis à 100%. Je fais une petite opération mathématique qui fait en sorte que ma somme d'erreurs se plafonne. Parce qu'effectivement, la partie intégrale est sympathique dans la régulation, mais il ne faudrait pas non plus que ça provoque une somme d'erreurs qui dépasse l'entendement. En tout cas, qui soit inutilement grande, parce que au-delà de 100% de puissance de chauffe, il est inutile de faire une somme d'erreurs. Et c'est surtout que si la température commence à monter, on va attendre trop longtemps avant que voilà, la partie intégrale des erreurs sera vraiment trop haute et donc n'aura plus aucun sens ce point de vue mathématique. Et donc aussi, si mon radiateur n'a pas besoin de chauffer parce qu'on est en été, parce qu'il fait plus chaud dehors que dedans, donc je maintiens. Donc si je suis inférieur à 0, je me dis simplement que je demande 0 et que mes erreurs précédentes sont égales à 0. Donc tout à l'heure, je l'ai dit rapidement, mon régulateur, c'est un objet, c'est une classe avec des variables privées et des variables publiques. Et juste là, on peut voir l'initialisation. Donc quand j'initialise un régulateur, je lui donne des paramètres qui iront de gain pour ma partie proportionnelle, pour ma partie intégrale et pour ma partie dérivée. Donc voilà la partie régulation par fil pilote. Donc je l'utilise aujourd'hui depuis bien longtemps. Ce que je vous propose de vous montrer, c'est donc quitter cette page, c'est de terminer donc cette présentation sur le résultat d'intégration dans Domotique. Donc là, on est en direct sur mon interface Domotix. 19,9 degrés dans mon salon. Pour une consigne à 18 degrés, mon chauffage se met à 0. Donc là, vous voyez, il y a mon compteur EDF qui tourne. Ce que je vais faire, par exemple, c'est ici, ma consigne de température, la passer à 20 degrés, par exemple, puisqu'on est ou 20 et demi, puisqu'on est déjà à 20 degrés. Voilà, 20 degrés et demi. Je reviens quand même sur mon fil pilote. Pardon. Donc je lui ai dit tout à l'heure, mon fil pilote interroge Domotix toutes les minutes. Donc vous voyez, il n'a pas perdu de temps, enfin, on est bien tombé. Donc la partie dérivée fait qu'on est passé de 0% à 60% de temps de fonctionnement. Voilà. Et là, je suis bien en mode auto et en mode confort activé. Donc mode automatique sur mon fil pilote. Et on est à 60% de puissance demandée. Donc c'est-à-dire 60% du temps des 30 secondes. Donc pas loin, un peu plus de 15 secondes, 16 secondes peut-être, je suis en mode confort. Et donc si c'est 16, l'autre ça doit être 14 secondes, je serai en mode arrêt. Voilà.
Voilà. Donc on a vu l'action dérivée fait qu'au changement de consigne, on est monté à 60%. Là, maintenant, l'action dérivée, son effet commence à s'atténuer. Maintenant, on est plutôt dans la partie où la proportionnelle et l'intégrale font leur travail. Donc là, on est redescendu à 11% de temps de fonctionnement en mode confort, donc presque 10%, donc c'est 3 secondes. Donc 3 secondes en mode confort et donc 27 secondes en mode arrêt. Vous voyez, 1, 2, 3, voilà. Alors je rafraîchis, là j'appuie sur F5 là, pour rafraîchir la page. Sinon par défaut elle se rafraîchit toutes les 10 secondes. Mais ce que j'attends, voilà, c'est la prochaine minute où le régulateur va calculer. Voilà. Voilà. Donc voilà, le régulateur, donc on est passé de 11% à 12%. Donc ça n'a pas beaucoup évolué puisque ma température est très proche de ma consigne. Voilà, donc il n'y a pas besoin de se mettre à chauffer très fort comme le ferait un chauffage ordinaire. Euh, Après, donc le thermostat il est là. Ce qui est sympathique, c'est que dans domotique et en termes de, de gestion, alors je cherche où est le thermostat. Voilà, la planification. Voilà, tout ce qu'il y a à faire en termes de planification, quel que soit le nombre de radiateurs dans une pièce. Oui, j'ai qu'une action à faire, c'est dans domotique, c'est de dire quand est-ce que... voilà, moi j'ai réglé comme ça chez moi. Donc à 14 heures le week-end, je demande 18 degrés. Tous les matins à 4 heures, je demande 17 degrés. Le soir, tous les jours, je demande, enfin, à 22h30, quand le film va bientôt se terminer, je demande 14 degrés. Et à 21h, je redemande 19 degrés. Alors 21h, parce que j'ai un poêle à granulés qui se coupe à 21h. Donc le poêle à granulés tournera jusqu'à 21h. Et le chauffage se mettra, lui, à 19 degrés de 21h jusqu'à 22h30. Et après, tout le monde ira faire dodo. Donc, vous voyez, quel que soit le nombre de radiateurs dans une pièce, il suffit que chaque composant aille chercher l'index du thermostat pour se mettre à jour. Ce que je peux vous montrer aussi en direct, c'est, je vais mettre les deux écrans côte à côte. Donc, le mode automatique du fil pilote, il est là. Donc là, c'est mon régulateur qui fait le travail. Il demande 15% actuellement en mode confort. Je peux le forcer en mode confort. Voilà, mode manuel, confort. Et puis après, voilà, mode éco. Par exemple, voilà, le mode éco est forcé. Donc c'est pour ça que sur mon composant, j'ai quand même câblé les diodes, toutes les diodes nécessaires pour construire pour piloter les ordres du fil pilote. Parce que j'aurais très bien pu me contenter de mettre qu'une seule diode et qu'un autotriac pour passer du mode confort au mode arrêt. Mais rien n'empêche dans domotique de faire une planification ordinaire, comme tous les autres thermostats, par fil pilote, de dire à 18h, je me mets en confort manuel, sans gestion de température. Voilà. Mais le projet perdrait de son sens. Donc je repasse en automatique, et puis on voit, voilà, mode auto. Mon régulateur continue de travailler jusqu'à ce que la température atteigne la consigne. Alors, comme il va être difficile de faire monter la température dans la pièce, je vais faire baisser ma consigne de température. Donc là, il faut attendre la prochaine fois où le composant viendra interroger domotique pour prendre sa nouvelle consigne de température. Et au passage, voilà, la puissance, elle est retournée aussi par le régulateur. Donc si j'appuie sur l'historique, voilà, on voit mon chauffage à 4 heures du matin jusqu'à 8 heures. À 21 heures, mon radiateur qui commence à se mettre en route. Et là, mon petit essai pour le live qui est en train de se faire. Voilà, mon régulateur a pris la consigne de 20 degrés.
pour une mesure de 19,90. L'action dérivée fait que le chauffage s'est coupé de façon tout à fait normale. Donc l'action dérivée, je suis en train de réfléchir si je la maintiens ou pas, parce que c'est l'action dérivée qui peut provoquer des changements brutaux, et ça peut provoquer encore des bruits de dilatation ou de contraction. Voilà. Donc soit je pense qu'à terme, je vais la garder, mais mettre un plus petit coefficient, histoire que ça prenne maximum 10% au lieu de 20% actuellement. Donc je pense que je vais la garder, mais la diminuer. Voilà. La minute vient de se passer. Dans domotique, ici, on peut voir que ma puissance de chauffage est descendue. Mon régulateur, vous voyez à l'instant, donc l'action dérivée vient de s'atténuer. Il reste encore 1/10 de degré pour atteindre la consigne. Et alors là, le régulateur, il se met en route, mais il y va vraiment mollo mollo. Donc ça, c'est très intéressant parce que, je le répète encore une fois, il est inutile dans ce cas, avec ce montage électronique tel qu'il est fait, il est inutile d'investir dans des radiateurs à forte inertie. Donc là, j'ai un projet qui est en route, mais je n'ai pas encore suffisamment de matière pour vous le présenter. C'est transformer un convecteur tout à fait ordinaire, vraiment le premier prix, l'équiper d'un gestionnaire de fil pilote et vérifier ce que ça donne en termes de qualitatif. Voilà. Bon, vous voyez, à l'instant, ma température a pris le 10e de degré qui lui manquait. Mon régulateur s'est éteint. Donc, vous voyez cette régulation-là. Alors, il faut avoir une puissance de chauffe dans le salon, enfin, dans la pièce concernée, adaptée à la surface, enfin, au volume même. Mais une fois que cette puissance de chauffe est adaptée, la régulation fonctionne très bien. Voilà, donc aujourd'hui je vous ai présenté donc mon nouveau montage pour piloter les radiateurs du commerce à l'aide du fil pilote et les piloter de manière innovante, je l'espère, enfin je le trouve en tout cas économique, et c'est surtout, ça amène un confort indéniable à la fois en termes de gestion de température bien sûr, mais surtout en termes de bruit. La nuit, c'est important, le chauffage dans les chambres. Même si on demande dans une chambre 17 degrés, le radiateur se met en route ou s'éteint, et de temps en temps, les craquements peuvent réveiller. Surtout les nourrissons, si les parents se reconnaîtront. Donc, grâce à ça, je ne vais pas dire que je passe de meilleures nuits, mais en tout cas, grâce à ça, j'ai une température dans mon salon et dans quelques pièces qui est beaucoup plus confortable. En termes de gestion d'énergie, bah, grâce à domotique, je ne fais pas d'économie d'électricité, mais en tout cas, j'ai un confort meilleur. C'est pour ça que l'économie sur la facture n'est pas forcément le but recherché, mais en tout cas, le confort se retrouve. Que dire de plus en termes de coûts? Alors j'ai mis la nomenclature dans mes diapos précédentes, mais en termes de coûts, le montage, enfin le routage, le schéma, je l'ai fait sous Eagle, qui est un logiciel gratuit et très très performant. La réalisation, elle a été faite je travaille avec le site internet PCB Gogo. Alors je répète, PCB Gogo. Pas facile à dire, mais en tout cas, c'est un site internet qui est fait enfin, la réalisation est en Chine, et je peux vous dire, alors je ne suis pas du tout sponsorisé, mais je peux vous dire que les les fichiers Gerber sont examinés avant réalisation, et en cas de défaut, un email, il y a des échanges techniques tout à fait pertinents. J'ai eu l'occasion, enfin, sans avoir cherché à provoquer, mais j'avais des erreurs de routage, et une personne de cette société-là m'a contacté par mail pour me le signaler et attendre un correctif avant de lancer la réalisation. Donc je suis satisfait donc, de ce service client et de la réalisation. Les temps de réalisation et surtout de livraison sont assez longs, hein, c'est 3 semaines au minimum, quand il n'y a pas de problème de confinement ou autre. Mais en tout cas, la qualité de réalisation est très bonne.
Que dire de plus? Les pièces détachées, enfin les pièces détachées, les composants chez Farnell, le plus coûteux, c'est le régulateur de tension. Il est à 8 euros. Les autres, c'est 1 € pièce. Le circuit imprimé, pardon, je ne l'ai pas dit, mais c'est 17 euros avec les frais de transport. Mais il y a 5 plaquettes qui sont réalisées à chaque fois. C'est la quantité minimum. Donc pour moins d'une trentaine d'euros, j'ai 5 plaquettes, j'ai 5 circuits imprimés à disposition. J'ai de quoi réaliser 5 gestionnaires de fil pilote. Voilà. Donc pour 30, un peu plus de 30 euros. Donc c'est tout à fait raisonnable d'avoir pour une trentaine d'euros 5 équipements. Aujourd'hui, je ne crois pas, enfin en tout cas, je n'ai pas vu dans le commerce de composants comme ça. Voilà, à la fois à ce prix et à la fois en termes de fonctionnalité. Donc j'espère avoir piqué votre curiosité. Cette vidéo donc, est mémorisée sur Twitch et sur YouTube pendant quelques temps. À partir de là, en tout cas, n'hésitez pas à me contacter pour avoir les documents de travail. Voilà, si vous voulez des fichiers les fichiers de schéma ou de routage, ils sont à votre disposition. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre? Le développement Arduino, enfin le code, pour programmer le module de Wi-Fi est aussi à votre disposition, mais sur demande. Voilà, je ne le diffuse pas, mais je le mets volontiers à ceux qui demandent. Donc je vous remercie tous de votre présence et de votre attention. Et j'espère se revoir peut-être la semaine prochaine. En tout cas, c'est programmé comme cela. Voilà. Bon week-end et à une prochaine fois. Merci.